C'est donc l'effroi qui a saisi le quartier de la gare Saint-Charles à Marseille en début d'après-midi. Un homme a poignardé mortellement deux passantes, deux jeunes femmes d'une vingtaine d'années. Il a très vite été abattu par les militaires de l'opération Sentinelle. Le parquet antiterroriste a été saisi. Retour sur les faits avec Patricia Lémonière, Baptiste Guénet et Mickaël Flores. En ce début d'après-midi, sur le parvis de la gare, des voyageurs remarquent un homme au comportement étrange. Et puis, en quelques secondes, tout bascule dans l'horreur. J'étais sur le banc, sur le parvis là, devant la gare. Et en fait, avec mes voisins, on trouvait qu'il y avait un mec un peu louche à côté, et parce qu'eux, ils avaient vu qu'il avait quelque chose visiblement planqué dans sa manche. Du coup, on était un peu sur nos gardes, quoi. Et là, en fait, j'ai vu, il a attaqué une fille qui était sur le banc à 5-6 mètres de moi, et il lui a attrapé le cou. Et bon, sur le coup, j'ai bloqué, je me suis dit, je rêve, c'est un cauchemar, c'est quoi? Et là, il s'est mis à crier à la Wakbar, et là, je n'ai pas cherché à comprendre, je me suis barrée en courant, j'ai juste vu que cette fille était en sang, qu'il y avait une autre fille un peu plus loin qui était en sang. Il y a des mecs qui ont essayé de bloquer le gars en question, enfin des civils, quoi, qui ont essayé de le... Après, il y a eu des tirs... Il est 13h45 lorsqu'un individu âgé d'une trentaine d'années attaque avec un couteau une première jeune fille. Frappée à plusieurs reprises, elle s'écroule. C'est alors qu'il se jette sur sa deuxième victime avant de se diriger sur des militaires de Sentinelle. C'est là qu'il est abattu de 2 balles tirées par un soldat. Très vite, des policiers arrivent en renfort. Ils seront plus de 200 à converger sur l'esplanade. Des marins-pompiers tentent de ranimer une des jeunes femmes en arrêt cardiaque, mais il est trop tard. Les enquêteurs procèdent aux premières constatations et relevés d'indices. À 15h30, la section antiterroriste de Paris est saisie de l'enquête. Le périmètre est bouclé. Les voyageurs qui ont été évacués sont maintenus à distance, certains en état de choc. On a couru tous pour se cacher comme on pouvait. Après, on nous a demandé de sortir, d'évacuer la gare. Une scène d'horreur, quoi. Le ministre de l'Intérieur arrive sur place en milieu d'après-midi. L'enquête ne fait que commencer. Une enquête a été ouverte à la fois pour connaître l'identité de l'individu, l'identité des 2 personnes qui ont été assassinées. Cet acte pourrait être de nature terroriste, mais à cette heure, nous ne pouvons pas l'affirmer. Ce soir, le périmètre de sécurité établi autour de la gare a été partiellement levé. Le trafic ferroviaire sera progressivement rétabli. Et nous allons retrouver tout de suite Esther Lefebvre, notre envoyée spéciale à Marseille. Esther, on le sait, ces attaques ont une conséquence principale, celle de déstabiliser la population. Alors dans quel état d'esprit sont les Marseillais que vous avez pu rencontrer ? Effectivement, cette attaque est sur toutes les lèvres ce soir à Marseille. Elle suscite beaucoup de tristesse, mais elle est prise aussi avec une forme de recul, de la tristesse, de la compassion pour les jeunes victimes. Les Marseillais nous le disent tous, ils sont choqués ce soir, d'autant plus que la gare Saint-Charles ici, c'est un symbole, un carrefour, à la fois pour les voyageurs, mais aussi pour les Marseillais eux-mêmes, qui passent ici en permanence. Et en même temps, une jeune femme me le disait à l'instant, je m'en veux, me disait-elle, de réagir comme cela, mais c'est un attentat de plus, comme s'il y avait désormais une sorte d'habitude, une forme de fatalisme. Et c'est sans doute pour cette raison que cet après-midi, dans les cafés, dans les restaurants, les terrasses sont restées pleines, à la fois dans le centre-ville, autour de Vieux-Port, mais aussi ici même, dans le quartier de la gare. Merci beaucoup Esther et nous vous retrouvons à la fin de ce journal. Bonsoir Thibault. Bonsoir Claire. Alors les enquêteurs ont commencé cet après-midi une longue enquête sur cet homme d'une trentaine d'années. De quels éléments disposent-ils ce soir? Alors d'abord Anne-Claire, son identification a été assez rapide. L'homme n'avait pas sur lui de papier d'identité. Les policiers ont donc relevé ses empreintes digitales. Ils les ont comparées aux différents fichiers existants. Et là, ils ont découvert que l'assaillant de la gare Saint-Charles apparaît sous 8 identités différentes dans des enquêtes précédentes. Il est connu uniquement pour des faits de droit commun, c'est très important. On parle de vol ou encore de trafic de stupéfiants. Un profil de petit voyou en somme, d'autant qu'il n'était pas connu des services de renseignement. Autre élément important, aucun suivi, aucune fichesse. Alors l'enquête va tenter de montrer quel était son degré de radicalisation, si radicalisation il y a, et surtout quelles étaient ses réelles motivations.
Merci beaucoup Thibault, vous restez également avec nous. Alors le caractère terroriste de ces meurtres, on l'a dit, n'est pas encore confirmé, mais il renvoie évidemment dans le mode opératoire à plusieurs autres attaques à l'arme blanche de ces dernières semaines. Est-on en présence d'actes isolés ou d'un nouveau phénomène? Élément de réponse avec Pierre Grange. Début juin, sur le parvis de Notre-Dame à Paris, des soldats de l'opération Sentinelle sont attaqués au marteau. L'assaillant, rapidement maîtrisé, est un homme de 40 ans né en Algérie. Il faisait une thèse à l'université. Il n'aurait jamais été en lien avec des terroristes. Ceux qui l'ont connu tombent des nues. Il avait des convictions démocratiques profondément ancrées. À aucun moment je n'ai senti le quart de l'once du début d'une agressivité dans sa bouche. Il y a déjà eu une attaque de ce type à l'arme blanche en 2015 à Nice. 2 l'année dernière, Magnanville et Saint-Étienne-du-Rouvray. Et depuis le début de l'année 2017, 4 attaques à Paris. Le Louvre en février, Notre-Dame au mois de juin, la Tour Eiffel au mois d'août et la station de métro Châtelet il y a 15 jours. Les agresseurs ont des profils très différents. Devant la Tour Eiffel, le Français de 18 ans qui brandit un couteau sans blesser qui que ce soit sortait tout juste de l'hôpital psychiatrique. C'était sa première sortie non accompagnée. Au musée du Louvre, en revanche, l'agresseur est un étranger, un Égyptien tout juste arrivé en France avec un visa de tourisme. Il était allé acheter une machette en descendant de l'avion. Les autres sont des terroristes français qui ont prémédité leur acte. Larossi Abala, qui a poignardé un policier et sa compagne à Magnanville, avait déjà été condamné pour avoir participé à une filière de départ vers le Pakistan. C'était un être faible, limité intellectuellement, qui était influençable, qui s'est retrouvé influencé. Ce terroriste de Nice, lui, avait déjà été arrêté en Turquie alors qu'il tentait de rejoindre Daesh. C'est de retour en France qu'il attaque un militaire au couteau. Il n'avait pas envie de se défendre de quelque manière que ce soit. Il avait accompli sa mission. Quant à ceux qui ont poignardé le père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, ils étaient en contact avec une filière terroriste. Leur crime à l'arme blanche a été commandité depuis l'Irak. Bonsoir Michel. Bonsoir Anne-Claire. Alors ces attaques, elles semblent se multiplier ces derniers mois et c'est probablement ce type de terrorisme auquel il faut s'attendre maintenant. En tout cas, c'est celui-là que prône principalement aujourd'hui l'État islamique. Oui, et c'est d'ailleurs le sens du dernier message attribué au chef de Daesh pas plus tard qu'il y a 3 jours. Il y a toujours eu 2 fronts pour l'État islamique. Le front intérieur, l'Irak, la Syrie, la Libye, et le front extérieur, l'Europe, l'Amérique, le reste du monde. D'un côté, la défaite militaire est quasi consommée. De l'autre, il reste la possibilité de commettre des attentats via ces individus qui s'auto-investissent d'une mission terroriste avec un couteau, avec une voiture bélier. Et pas question d'utiliser les frontières pour empêcher tout ça. Vous allez voir ce qui s'est passé dans une région aussi éloignée de la Syrie que des prairies de l'Ouest canadien. C'était quelques heures avant l'attaque de Marseille, à Edmonton précisément. C'est une image terrible, vous allez la voir dans un instant. Un individu dans une voiture fonce sur un barrage de police, renverse cet agent de police et il va ensuite le poignarder à plusieurs reprises avant de prendre la fuite. Voilà, vous le voyez actuellement l'attaquer. Il va renouveler l'expérience quelques instants plus tard en renversant plusieurs passants. Il va y avoir au total 5 blessés. L'homme sera arrêté, mais on est exactement dans la même logique. Edmonton, Marseille, après Barcelone, Londres et Stockholm cette année. C'est un phénomène qui n'a aucune raison de s'arrêter immédiatement, même et surtout avec la fin du califat de Daesh. C'est une guerre, une autre guerre de très longue haleine qui commence maintenant pour les services de police et de renseignement. Merci beaucoup Michel pour cette analyse. Alors que ce soit le président de la République Emmanuel Macron, mais aussi les différents ministres qui se sont exprimés, nombreux sont ceux qui saluent ce soir la réactivité des militaires de l'opération Sentinelle. Et cet événement va sûrement relancer le débat sur l'efficacité de ce dispositif, car il a sans aucun doute cet après-midi permis de sauver des vies. Voilà qui pourrait remettre en cause les réorganisations annoncées récemment par le gouvernement. Caroline Bell et Karina Dabrowski. L'opération Sentinelle, ce sont 7000 hommes et femmes qui, depuis janvier 2015, sillonnent les rues, les gares, surveillent les écoles. Une force visible, censée être dissuasive, mais vulnérable selon ses détracteurs. Pourtant formés au combat de rue, plusieurs patrouilles ont été régulièrement prises pour cible à Orly, ou plus récemment à Levallois-Perret, attaqué à la voiture bélier. Face aux critiques, il y a 2 semaines, le gouvernement annonçait une refonte du dispositif pour rendre les effectifs plus mobiles, sans donner de chiffres. Pour précisément ne pas permettre à l'agresseur de disposer d'un certain nombre d'informations qui rendraient l'opération moins efficace et qui, par ailleurs, exposeraient de façon inutile les forces qui sont engagées dans l'opération Sentinelle. Il faut dire que l'opération Sentinelle use les hommes et coûte cher à l'État, 1 million d'euros chaque jour.
Pour cet ancien colonel, cet investissement n'a pas démontré son efficacité et la réforme ne sera guère plus utile. C'est une forme de désengagement qui ne dit pas son nom, en réalité. C'est un allègement du dispositif permanent, c'est-à-dire que concrètement, au lieu d'avoir 7000 soldats, vous n'en aurez que 3000 dans les rues, sur un certain nombre de points très précis. On va revenir de cette façon un peu à ce qui se passait avant 2015. Le gouvernement prévoit un dispositif plus discret, plus souple, pour déployer des hommes selon les besoins, comme sur de grands événements sportifs ou culturels, tout en maintenant une présence permanente sur des sites sensibles, comme les gares. Thibault, cette attaque, elle arrive à un moment où les questions sécuritaires sont au cœur du débat, notamment à l'Assemblée nationale. Les députés doivent voter mardi la nouvelle loi antiterroriste. Mais est-ce qu'elle pourrait changer quelque chose dans des cas comme celui de cet après-midi? Dans cette affaire-là, Anne-Claire, c'est très peu probable. Vous l'avez dit, dans un mois, le 1er novembre prochain, dans un mois tout juste, nous allons sortir de l'état d'urgence dans lequel nous étions depuis les attentats de novembre 2015. Cela fera donc 2 ans. Va prendre le relais cette fameuse loi antiterroriste qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Elle transpose un certain nombre de mesures de l'état d'urgence, comme les assignations à résidence ou les perquisitions administratives, dans notre droit commun. Mais le problème reste le même et il semble aujourd'hui presque insoluble. Qui doit-on viser pour toutes ces mesures et comment ne pas passer à côté de profils comme celui de l'assaillant de Marseille, un homme qui, je vous le rappelle, n'a jamais été dans les radars des services de renseignement. Merci beaucoup Thibault. Alors voilà maintenant 5 ans que la France est confrontée à cette vague d'attaques et la première, c'est évidemment l'affaire Mohamed Merah en 2012. Il avait assassiné 7 personnes à Marseille, dont 2 enfants de sang-froid, avant d'être abattu par le raid. Eh bien, c'est à partir de demain à Paris que son frère va être jugé. Il est accusé d'avoir participé à la radicalisation du jeune homme. Thibault Malandrin et Alexandra Guillet. C'est le premier procès du terrorisme islamiste des années 2010 en France. Il s'ouvrira demain dans cette salle, celle de la Cour d'assises de Paris, spécialement composée pour juger les affaires de terrorisme. Dans le box, 2 accusés, dont Abdelkader Merah, 35 ans, le frère de Mohamed, le tueur au scooter qui a abattu 7 personnes à Toulouse et Montauban en mars 2012. L'enjeu est essentiel, notamment pour les victimes. Quelles sont les complicités dont a bénéficié Mohamed Merah? Jusqu'à quel degré? Qui connaissait ses projets? Pour l'accusation, le rôle d'Abdelkader Merah, filmé ici en 2012 lors d'une perquisition à son domicile, a été central. C'est lui qui serait à l'origine de la radicalisation de son frère. Lui qui lui aurait présenté les membres de la cellule djihadiste d'Artigat en Ariège. Lui enfin, qui l'aurait encouragé à se former au djihad en partant au Pakistan et en Afghanistan. Abdelkader Merah, c'est l'aîné de son frère dans le salafisme. Dans le salafisme. C'est celui qui le devance, qui l'aide, qui l'assiste. Et il y a une chose que l'on sait, il n'y avait pas de loup solitaire. Donc s'il a agi, c'est dans le cadre d'un plan concerté, de l'instruction à l'action. Et Abdelkader Merah faisait partie de ce plan. Autre élément du dossier, le rapprochement des 2 frères Merah dans les jours qui ont précédé les attaques. Abdelkader Merah était présent quand Mohamed a volé le scooter T-Max qu'il a utilisé lors des tueries et il lui a fourni un blouson. Il est extraordinaire de voir que ces 2 frères qui ont toujours eu de mauvaises relations sont inséparables pendant la séquence que j'appellerais la séquence terroriste ou criminelle. Souvent, une fratrie est à l'origine de ce type de filière, avec une personne qui est plutôt dans l'action, une autre qui est plutôt dans l'idéologie. Et donc ça va être aussi intéressant de voir ça. Durant l'instruction, Abdelkader Merah, incarcéré à Fresnes puis à Poitiers, n'a jamais caché qu'il continuait de se sentir proche de son frère. Je suis fier de la façon dont il est mort. Il est mort en combattant. C'est ce que nous enseigne le Coran. Pour le défendre, Éric Dupond-Moretti, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Il soutiendra que son client, effectivement adepte de l'islamisme radical, ne savait en revanche rien du projet criminel de son frère. Le deuxième accusé, Feta Malki, est soupçonné d'avoir fourni un pistolet mitrailleur et un gilet pare-balles à Mohamed Merah. Le gilet que le terroriste portait le jour où le raid, après 32 heures de siège, l'a abattu. L'actualité de ce dimanche nous emmène aussi en Catalogne avec ce référendum sur l'indépendance. Depuis le début, l'État espagnol le considérait hors la loi. Il a donc ordonné aujourd'hui à la police de fermer les bureaux de vote. Des interventions qui se sont transformées en affrontements avec les Catalans. On compte ce soir une centaine de blessés. Jocelyn Huchet et Gilles